Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de l'autonomie stratégique européenne. Ce n'est pas un sujet nouveau et il dépasse les seules questions de défense. Les crises que nous avons traversées récemment, comme le Brexit, l'épidémie de Covid, la guerre en Ukraine et donc la crise énergétique, ont servi d'accélérateur à la dépendance de l'Europe vis-à-vis de certains pays et sur de nombreux produits. En effet, ces crises se sont accompagnées de pénuries diverses, notamment dans le secteur de l'énergie, des technologies et même de la santé. Des situations inhabituelles dont nous avons tous entendu parler. Pénurie de composants, notamment de semi-conducteurs, pénurie de médicaments, pénurie de gaz. Alors justement, CPR Asset Management a fait de ce sujet un thème d'investissement, une thématique lancée depuis le début de l'année. Avec moi aujourd'hui pour en parler, Juliette Cohen, stratégiste chez CPR Asset Management. Bonjour Juliette. Bonjour Estelle. Alors quels sont les secteurs pour lesquels l'Europe est très dépendante du reste du monde ? Alors le premier secteur qui vient à l'esprit, c'est la santé. En 2021, la Commission européenne a fait un rapport sur les pénuries de médicaments en Europe et ce rapport a été très édifiant. Il a montré qu'en 2019 et 2020, tous les pays européens avaient connu des pénuries de médicaments. Et même les 2/3 des pays européens avaient plus de 200 médicaments qui manquaient à l'appel. Alors, ces pénuries concernent des médicaments qui sont en général des médicaments anciens dont les brevets sont tombés, également des génériques qui sont peu chers et la durée de ces pénuries est assez longue, c'est plusieurs mois et même dans le cas par exemple de l'amoxicilline, ça a duré plusieurs années dans certains pays européens. Enfin, ces pénuries sont liées au fait que désormais 80% des principes actifs qui sont utilisés dans les médicaments produits en Europe proviennent d'Asie, principalement de Chine. Il y a 30 ans, c'était 80% qui étaient produits en Europe. Le secteur de la santé n'est pas le seul secteur touché. Peux-tu, Juliette, nous parler des autres secteurs concernés par cette dépendance ? Alors on pense évidemment aussi à l'énergie, dont ça a été criant à cause de la guerre en Ukraine. Alors ce qu'il faut dire sur le secteur énergétique, c'est que l'Europe est structurellement importatrice d'énergie. Donc on est dépendant d'approvisionnement extérieur. Mais ça a été renforcé en 2022 et 2023 du fait du manque du gaz russe et de la très forte remontée des prix de l'énergie. Ce secteur aussi est emblématique parce que c'est un secteur qui est clé pour la transition climatique. L'énergie, c'est quand même 40% des émissions de gaz à effet de serre en Europe. Enfin, l'énergie, c'est aussi un problème de compétitivité pour les entreprises européennes. Ce qu'il faut savoir, c'est que selon une étude de l'Agence internationale de l'énergie, les entreprises européennes paient 2 fois plus pour leur fourniture en énergie que les entreprises aux États-Unis, par exemple, ou en Chine. Et enfin, il y a le secteur des semi-conducteurs. Ce secteur est vraiment indispensable pour tout le secteur industriel et le secteur de la défense. Et on a vu qu'en 2021 et 2022, la faiblesse des approvisionnements en semi-conducteurs en provenance d'Asie a conduit notamment le secteur automobile européen à limiter très fortement sa production automobile. Donc on voit que c'est aussi un secteur clé pour l'Europe. Bien, quelles sont maintenant les solutions proposées par l'Europe pour réduire ces dépendances ? Alors l'Europe est intervenue avec plusieurs volets de réponse. Si on regarde d'abord le secteur de la santé, l'Europe a réagi très vite dès 2020-2021 en mandatant 2 agences européennes pour prévenir et gérer les pénuries de médicaments. L'idée, c'était de renforcer les stocks stratégiques sur une liste de médicaments jugés essentiels, de favoriser aussi les échanges entre pays pour s'aider en cas de pénurie locale. Et puis, dernier élément, l'idée était aussi de relocaliser des capacités de production en Europe. Donc on voit plusieurs volets de réponse. Sur le secteur de l'énergie, l'Europe est intervenue d'abord pour essayer de limiter la consommation d'énergie, puisque c'est un secteur où l'efficacité énergétique peut être mise en place. Et puis après, l'idée, c'était de diversifier les approvisionnements. Et dernier élément de réponse pour l'Europe, c'était aussi de renforcer la création de capacités de production d'énergie renouvelable, donc basées localement. Donc toute cette stratégie européenne de l'énergie est contenue dans le paquet qui s'appelle REPowerEU et qui est doté quand même de plus de 200 milliards d'euros de financement.
Alors sur les semi-conducteurs, là c'est le CHIPS Act qui est plus récent, qui a été l'élément de réponse européen. Donc il comprend un volet de 43 quand même milliards d'euros de financement pour essayer de développer les usines de semi-conducteurs en Europe. L'idée pour l'Europe, c'est de passer de 10% de la production mondiale actuellement à 20% à horizon 2030, donc c'est assez proche. Et là, ça passe par la constitution de grandes usines, ce qu'on appelle les méga-factories, basées sur le sol européen. Nous venons de parler des mesures européennes. Quelles sont les mesures spécifiques à la France ? Alors la France a ajouté des mesures supplémentaires et des financements supplémentaires par rapport à la réponse européenne. Il faut peut-être s'attacher un peu plus au secteur de la santé parce que c'est là où c'est vraiment intéressant et là où il n'y a pas eu vraiment de financement européen pour l'instant. Là, la France a lancé son plan Innovation Santé 2030 avec 7 milliards d'euros de financement, avec vraiment l'idée de relocaliser en France des capacités de production de médicaments. Donc c'est peut-être le secteur le plus symptomatique où la réponse française a été vraiment complémentaire de la réponse européenne. Maintenant, qu'en est-il de l'implémentation de ces mesures ? Alors il est long de remettre en cause 30 ans de désindustrialisation de l'Europe. Néanmoins, on peut quand même dire que là où il y a eu des financements européens qui ont été mis en place, on a des éléments de réponse qui sont déjà visibles. Si on regarde par exemple le secteur de l'énergie, on a déjà des mesures d'efficacité énergétique qui ont été mises en place. On a également une diversification des approvisionnements qui a été initiée. Et puis on voit aussi, on a des infrastructures de réseau qui ont commencé à être créées. Si on regarde les CHIPS Act, là aussi, on a des méga-factories qui ont été annoncées en Europe, notamment en France ou en Allemagne. Sur le secteur des médicaments, c'est plus compliqué puisqu'il n'y avait pas de financement européen associé et il y a juste dans les 4 principales économies de la zone euro où les gouvernements ont rajouté des mesures nationales et on a pu voir des annonces qui ont été faites. Donc on voit que c'est dans le temps long que cela va se mettre en place. Alors, le plan de relance européen qui avait été annoncé post-crise Covid prévoyait 800 milliards d'euros d'investissement. Et sur ces 800 milliards d'euros d'investissement, 150 milliards d'euros ont déjà été débloqués par l'Union européenne. À cela s'ajoutent aussi des financements privés européens qui ont été mis en place, notamment dans le secteur des semi-conducteurs. Merci Juliette. Merci Estelle. Vous l'avez bien compris, l'autonomie stratégique européenne est un sujet déterminant. Et les récents événements géopolitiques au Proche-Orient nous le démontrent encore aujourd'hui. L'Europe et la France mettent en œuvre de nombreux programmes pour réduire cette dépendance, pour diversifier leurs sources d'approvisionnement, produire, recycler et former selon les activités concernées. Ces programmes, dont le but est de nous aider à gagner en autonomie, sont autant d'investissements à venir dans des secteurs qui pourraient bénéficier demain d'une croissance soutenue.